sais, ça fait longtemps, je sais. Mais c'est seulement 2 mois. Genre, quand même, j'ai... Hein? Bon, c'est vrai que ça fait seulement 2 mois, mais c'est pas... Il n'y a pas bon don. Et que vous allez super bien. Bonjour à vous, bonjour chez vous. J'espère que vous allez super bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça faisait un moment que je ne tournais pas, je sais. Non, après, j'ai eu beaucoup de soucis, hein, sincèrement. La vie m'a donné des coups. La vie m'a donné des coups. Et donc, c'était un peu ça le souci. Mais bon, après, je pense que ça va mieux. Ça va mieux maintenant. Et je voyageais beaucoup. J'ai perdu des appareils, en fait. Mon téléphone. Et puis, lorsque j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai vraiment plus le temps de me relancer dans les tournages, dans les tournages, en fait. Et voilà. Et puis, j'étais fatiguée. J'avais la flemme. Mais bon, je suis là, je suis de retour et je m'excuse particulièrement à Joya parce que je devais faire cette recension depuis 2 mois. Il m'a envoyé le lien de il m'a demandé de faire cette recension depuis des mois. Depuis 2 mois. Mais moi, comme je suis moi, et puis avec tout, est-ce qu'on peut être inconsistant? Est-ce qu'un être vivant peut être inconsistant comme moi? Je ne pense pas que ce soit possible parce que ce n'est que moi, c'est là qui peut être inconsistant comme moi. Comment quelqu'un te demande de faire la recension depuis des mois, tu es là, tu tournes comme un mauvais esprit. On m'a fait ça au village. On m'a fait ça au village. Non. Bref, on commence. Moi, ça va. Merci en tout cas d'être avec moi encore une fois. Aujourd'hui, je vais commencer la recension de la série 12K. C'est une série de Blaise Option. Ça, c'est l'un des, je vais dire, c'est l'un des réalisateurs et des producteurs les plus prolifiques. C'est vrai camerounais. Le gars a une capacité de production incroyable. Vraiment, chapeau bas, parce que chaque jour, chaque temps, on se donne une nouvelle série avec lui. Chaque temps, on se donne une nouvelle série avec lui. Donc, mais bon, vraiment, ce sont ces hommes-là qui font vivre le cinéma camerounais. Et ce motif pour lequel je tape énormément sur leurs doigts, parce que ce sont eux que l'on regarde et ce sont eux que les prochaines générations, c'est sur la base de leur travail que les prochaines générations vont s'inspirer. Donc, il a mis sur pied une nouvelle série qui s'appelle, après Sugar Daddy, après Dinga, après tellement de séries. Je me demande comment il fait, parce que ça, c'est un travail vraiment, après c'est son travail, je présume, c'est un système de vie, c'est une vision de sa vie. Moi, c'est une vision qu'il a et qu'il met à jour, vraiment, il est consistant. Ça, c'est le prince, le roi de la consistance. Il n'est pas pour moi. Bref. Et donc, il a mis sur pied une nouvelle série qui s'appelle 12K qui m'a été envoyée par Sœur Joya. Et je suis désolée si j'ai pas pu faire la recension depuis, c'est simplement parce que j'avais beaucoup de soucis. Bon, pas de soucis vraiment, mais j'ai eu beaucoup de situations. Entre les voyages, j'ai perdu comme je vous expliquais avant, dans la vidéo précédente, j'ai perdu mon téléphone. Et c'est avec mon téléphone que je tourne, en fait. Je tourne avec mon téléphone et mon ordinateur. Je n'ai pas de caméra. Parce que pour moi, pour ma part, vu que ce sont des plans fixes que je fais, moi, j'estime que le visuel en réalité mon visuel en réalité n'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce que je dis et comment je décrypte la chose. Donc, j'utilise mon téléphone que je mets en face de moi et c'est tout. Et mon ordinateur qui me permet de regarder la vidéo. Et puis après, je fais mes recherches, je fais mes analyses. Donc, il m'a envoyé cette série, ça fait déjà 2 mois et je tiens à commencer déjà à faire la recension. Alors, je sais qu'il y a le cas 1, je n'ai pas fait la recension du cas 1. Je vais donc commencer par le cas 2 et prochaine vidéo, je ferai la recension du cas 1. Et puis, je pense que la prochaine cas, c'est le cas 5 et on a 12 cas. Alors, de quoi il s'agit en général? Il s'agit d'une série qui porte sur différentes situations sociales, situations plan de vie, en fait. Situations ou différents couples, différents, je vais dire, problèmes sociaux, familiaux en général. Aussi les challenges que les couples auxquels les couples font face. Est-ce que je vais dire que c'est transcendant? Non, c'est pas transcendant. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui disent non, c'est vraiment,
tu as beaucoup d'inspiration. Bon, moi, je ne vais pas parler de vraiment inspiration. Je vais me parler du fait qu'il s'inspire énormément. Il s'inspire énormément sur les situations de vie. Et c'est un style cinématographique qui existe, qui a toujours été, qui est même la base du cinéma. Parce qu'à la base, on commence au cinéma. Quand le cinéma est créé aux États-Unis, ce n'est pas directement sur les films d'action, en fait. On s'inspire d'abord du commun des mortels. On s'inspire, en fait, des situations de vie. Et puis on romantise ça par la suite en transformant. Et puis, les différents types vont commencer à naître. Mais dans notre cas de figure, on est toujours sur le même style. Hein. Ce sont des films basés sur les situations de vie. Donc, ce n'est pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration faramineuse, autant pour moi. Mais c'est toujours beau d'avoir ça. C'est toujours beau d'avoir d'avoir des essences comme ça qui permettent d'orienter. Ce sont ces éléments, ces types de contenus qui permettent d'orienter, de donner une expérience de la vie. Une expérience de la vie aux générations qui viennent après, aux générations existantes. Donc, ça, ils ont leur but. Moi, particulièrement, je vais dire que c'est une chose qui me fatigue parce que dans la culture, dans le cinéma camerounais, ce sont des choses qui sont récurrentes. On a toujours ce style cinématographique là qui est constant et consistant, surtout dans les séries télévisées. Moi, j'aspire à autre chose. Je me dis qu'on pourrait créer tellement d'autres styles. On pourrait utiliser tellement d'autres styles pour passer différents messages. Mais bon, pour les options, ça semble être son parcours, je veux dire pas son parcours, mais ça semble être sa trajectoire en fait. Ça semble être le style dans lequel il se retrouve le mieux et dans lequel il développe le plus. Donc, je vais nous que je ne peux que me plier parce qu'il y a des réalisateurs comme ça ou des maisons de production comme ça qui n'existent que sous une typologie de production particulière. Ils ne font pas d'autres productions. Leur production, la vision de leur production, la mission de leur production est simplement de proposer aux téléspectateurs une typologie spécifique de film, en fait. Une catégorie de films. Et donc, c'est son cas. On va donc parler de 12K. 12K, c'est quoi? C'est l'histoire, comme j'expliquais, de différents couples, de différents couples, de différentes situations de vie qui sont mis en avant pendant sur des sets de production, des sets de série. Donc, il y a eu le cas 1. Je ne sais pas de quoi parler le cas 1. J'ai commencé directement sur le cas 2 parce que j'ai vu un acteur que j'aime particulièrement. Pas que j'aime particulièrement, que j'avais déjà recensé et donc j'étais plutôt sur de la qualité de jeu, en fait, de cet acteur. Donc, je suis allée plus sur la certitude. C'est vrai que j'avais commencé à voir le cas 1, mais j'estimais qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais je ne me suis pas vraiment arrêtée sur ça. Je vais rentrer regarder le cas 1 pour pouvoir faire cette recension. Donc, pour le cas 2, on va parler d'un couple de riches, en fait, une famille de riches qui a une jeune fille qui est amoureuse, en fait, d'un jeune garçon qui est pauvre. La sempiternelle histoire de est-ce que Roméo et Juliette. Mais de l'autre côté aussi, on a ce couple de riches là qui fait face à des problèmes financiers et qui est acculé, le mari est acculé de tous côtés avec des pertes énormes du point de vue financier et il ne tient pas à rentrer dans la pauvreté. Il veut absolument tenir son niveau de vie, son style de vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer après des différentes pertes financières, en fait, qui, je pense, sont des pertes qui sont orchestrées, je dirais. Il y a un de ses amis d'enfance qui lui propose d'accéder à un groupe à une secte. Il va être vraiment mitigé, mais vis-à-vis de la situation de la famille, je pense qu'il va y entrer. J'ai pas vu la fin jusqu'à la fin, mais je pense qu'il va céder. Donc voilà. Donc voilà pratiquement ce qui se passe dans le cas de... Qu'est-ce que moi je vais recenser? Je vais d'abord recenser la production. Je vais recenser la production comme d'habitude et puis je vais recenser le jeu d'acteur. Et je vais recenser aussi, bon l'histoire j'ai déjà dit, c'est pas, peut-être l'histoire, la storyline. Donc je vais commencer par la storyline. On commence avec ça. Je vais recommencer par la storyline. Comme je vous l'ai dit avant, c'est une histoire qui n'est pas, je vais me répéter, c'est pas une histoire transcendante. Je vais pas dire, c'est pas une histoire, je vais dire, oh, je n'ai jamais entendu. Ce n'est pas une histoire non plus où tu vas te dire, oh non, merde, je sais pas comment la fin va se terminer. Non, parce qu'il n'y a pas de suspense.
Vu que c'est une histoire qui est commune, vu que c'est une histoire qu'on connaît déjà, vu que c'est une histoire que l'on a déjà, pas qu'on a déjà vécu, mais qui est répétitive en vrai dans l'univers cinématographique, que ce soit camerounais, même nigérien, il y a ça, nigérien ou bien nigérien en général. Il n'y a pas de suspense. Et ça, c'est le problème avec cette typologie de contenu. C'est le problème avec cette typologie de storyline. Parce que l'histoire est déjà tellement répétitive que le téléspectateur n'est plus surpris. Il sait déjà ce qui va se passer. Il sait déjà comment ça va évoluer. Si vous avez l'habitude de voir les films nigériens, vous verrez que cette storyline-là existe. Ce n'est pas un plagiat. Il n'y a pas de plagiat dans le cinéma. Il n'y a pas de copie ou bien ça n'existe. Je ne comprends pas. Très récemment, j'ai vu un post d'une jeune femme qui disait que la série qui a été faite par Mitumba, que j'ai recensée récemment, là, dernièrement, est un plagiat. Moi, je comprends pas. En fait, ce sont les personnes qui ne comprennent pas et ne connaissent pas l'univers du cinéma. Dans le cinéma, on parle de plagiat lorsque la copie s'est faite à 50%. C'est-à-dire qu'on a copié jusqu'à ce que l'on retrouve dans le contenu qui a été copié est à 50, c'est-à-dire c'est 50% de ce qui est présent dans le contenu original. Dans le cadre du cinéma, vous pouvez pas parler de plagiat. Quand moi je parle, en réalité, je dis toujours il y a réadaptation. Pourquoi? Parce que lorsque un contenu sort de son contexte original et est réadapté dans un autre pays ou bien par d'autres personnes, elle ne peut pas être fait de manière identique. Donc l'égalité ne peut pas exister. L'original ne peut pas être copié dans ce cas de figure. Parce qu'il y aura toujours des déclinaisons différentes. Ça peut être des déclinaisons culturelles, ça peut être des déclinaisons linguistiques. Ça peut être aussi des déclinaisons structurelles. C'est pour ça que quand je parle de films, lorsque je me rends compte qu'on s'est inspiré, un auteur ou bien qu'un réalisateur s'est inspiré d'un film que j'avais déjà vu, je l'ai déjà fait dans plusieurs recensions, je dis toujours il y a réadaptation. Pourquoi? Parce que c'est un fil rouge, c'est un contexte, c'est un concept, autant pour moi. C'est une storyline qui existe déjà, avait déjà été vue dans un autre film et qui a été réadaptée. C'est pour ça que lorsque je fais la recension, je tire toujours sur le fait qu'il faut faire attention au langage que vous utilisez parce que le langage est un élément qui permet de distinguer d'une production originale à la production réadaptée. Voilà. On ne peut pas parler de plagiat dans le cinéma. On ne peut pas parler contrefaçon dans le cinéma pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas copier 50% une œuvre cinématographique. Dans le cinéma, on va parler plutôt de réadaptation, mais aussi on va parler de l'inspiration créative. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a inspiration créative? C'est-à-dire que le réalisateur ou l'auteur, le scriptwriter, ou la personne qui écrit le script, la personne qui propose l'histoire va s'inspirer d'une œuvre déjà existante. Il s'inspire d'une œuvre déjà existante pour produire un script, produire une histoire. À ce moment-là, on parle d'inspiration créative. Et ça entre à faire part dans l'univers créatif. Donc, lorsque je vois des gens qui voient des films, ils disent que, ah non, là, il y a plagiat. Non, il n'y a pas. C'est simplement une adaptation qui, même si vous partez au niveau de la loi, on va parler, même si vous partez au niveau du droit de la protection intellectuelle, on vous dira qu'il n'y a pas plagiat. Et ça, c'est une chose que j'ai étudiée. Et on vous dira qu'il n'y a pas plagiat parce que ça n'a pas été fait à 50%. C'est pour ça que vous verrez difficilement des films américains pour la plupart qui sont réadaptés dans d'autres films qui ne parlent, on ne parle pas, ça n'est pas pour nous, pas pour le tribunal. Ils vont seulement discuter comme ça et puis ça va s'arrêter. Ils peuvent s'arranger. Si c'est qu'on se rend compte qu'il y a une copie à 50%, c'est qu'il n'y a pas une inspiration créative. En ce cas de figure, on peut arriver à un accord, mais dans la majeure partie des cas, dans cette typologie de contenu, on ne peut pas parler de plagiat ou de fraude ou bien. Bref, c'est ce que je voulais dire. Là, c'était pour la storyline. On va aller directement maintenant sur la production. Moi, je ne vais pas décliner, dans ce cas de figure, je ne vais pas décliner, je ne vais pas parler de la post-production, de la production, de la pré-production, comme je faisais avant, parce que je pense que vous savez déjà tellement eu à parler de ça. Mais c'est vrai que chaque contenu, chaque film, chaque série est différent, donc il y a des contenus, il y a des caractéristiques productionnelles différentes, en fait. Dans ce cas de figure, on est face en réalité à une production qui a énormément travaillé
en post-production. Là, vraiment, je vais vous tirer un coup de chapeau. Moi, je vais commencer déjà par les prises de vue qui ont été faites. Il y a beaucoup de prises de vue. C'est vrai que la majeure partie des prises de vue, c'est à 180 degrés. Et que on n'a pas un cameraman qui fait vivre l'histoire. On a un cameraman qui, il ne raconte pas l'histoire, il se contente seulement de faire une classification d'images, en fait. Et le cameraman, en fait, je vous ai toujours dit, la caméra permet d'être l'œil du téléspectateur et permet de raconter l'histoire. Mais dans ce cas de figure, on n'a pas vraiment une pensée créative au niveau de les prises de vue de la caméra. Il se contente de faire 180 degrés, plan large, plan serré, et c'est tout. Bon. Alors que j'avais déjà parlé de la panoplie de plans qui permettent de plans qui ammuettent, même muets, des plans muets, même si l'acteur est muet, on a une émotionnalité à l'intérieur du visuel. Mais dans ce cas de figure, on n'a pas ça. Ce que j'apprécie ce que je vais vous dire que j'apprécie réellement sur ce caméra, pourquoi je veux, et deuxième chose, c'est les transitions. Le gars s'est gâté même. Donc, il quitte d'une scène à une autre. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a rien. C'est comme, c'est vraiment une classification d'images qui sont mises ensemble comme ça. Une classification c'est incroyable en fait. À ce niveau, on arrive encore à ne pas avoir de transition. On n'a aucune compréhension de la scène A à. On ne comprend pas ce qui s'est passé avant. Dans certains cas de figure, on voit des images à ajouter pour contextualiser. J'ai l'habitude d'appeler, j'appelle ça souvent comment? Des b-rolls qui permettent de faire la transition, ou bien des glissements de la caméra qui permettent de nous faire comprendre psychologiquement, ou bien simplement des passages, un regard, une main que l'on filme qui permet de quitter du plan sur un plan là, et qui nous permet de comprendre qu'on est en train de passer d'une scène à une autre. Non, le cameraman là, non, lui là, c'est pas son problème, hein. Il filme. Mais après, c'est pas son problème, c'est pas sa faute en fait, parce que le problème arrive au niveau du montage. Le problème du cameraman, c'est qu'il n'y a pas de prise de vue riche. Il n'y a aucune prise de vue particulièrement créative, aucune histoire racontée derrière ces prises de vue. Et c'est ça qui est un peu navrant en fait. L'histoire est belle, elle est commune, mais elle est belle, mais il n'y a pas une recherche au niveau de... Par contre, ce que j'apprécie particulièrement de ce cameraman, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs au niveau des prises de vue. C'est vrai qu'elles sont, les prises de vue sont pauvres en fait. Les cadrages sont très pauvres parce qu'il n'y a pas beaucoup de positionnement, il n'y a pas une danse entre le caméraman et le caméraman, comme j'avais déjà parlé de ça aussi. Il n'y a pas cette composition, cette recherche de composition scénographique à l'intérieur de cette série. Il n'y a pas du tout. C'est-à-dire cette danse qui permet de jouer entre le caméraman et les acteurs et qui permet de justement avoir une vision à 360 degrés, une vision oculaire à 360 degrés. Il n'y a pas cela. Mais toutefois, je vais dire que les prises de vue sont bien faites, elles sont propres. Les espaces sont bien faits, le métrage est construit. Est vraiment bien construit, le repérage est bien fait, la prise est bien ajustée. Donc vraiment, je vais lui dire chapeau bas. Moi, j'ai aimé, c'est propre, nickel, pas riche, c'est pauvre, mais au moins ce qu'il a fait, il a bien fait. Et quoi, voilà. Maintenant, on commence. Non, il n'y a pas de problème. Donc, l'autre truc que j'apprécie particulièrement, le problème commence au niveau de la post-production. Le gars, il a fait lui. Il a dit, vous voulez le film, voilà ça. La série, voilà ça. Voilà ça. Donc, c'est comme si tu tournes une page tu tournes une page de cahier. Le gars, il n'a pas mis de transition. Il ne s'est même pas gâté, il ne s'est même pas dérangé. Il n'a pas mis de transition. Donc, il dit ça dans le gars de la post-production, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais pas comment il a décidé. Il a lui dit que bon, je vais vous envoyer ça comme ça. On a dit, il faut tourner, il faut envoyer ça, il faut envoyer. Le gars, il a mis ça aussi comme ça. Aucune transition, c'est-à-dire, bref. Donc, c'est incroyable. Mais une chose que j'apprécie particulièrement, que je dois noter toutefois, c'est le soundtrack. Les soundtracks sont beaucoup plus riches, contrairement à d'habitude. J'avais l'habitude de viser sur les soundtracks de Orimo, de Blaise Option, parce que les soundtracks, c'était pas possible. Mais, dans le cas 2, on a de beaux soundtracks. Les soundtracks sont vraiment bien.
sont intéressants. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est culturel. Voilà, c'est typique de chez nous. Ce sont des sonorités qui sont typiques de chez nous. C'est riche, c'est fluent. C'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ces soundtracks. Mais comme d'habitude, tu ne peux pas apprécier quelque chose, tu caches ça. Non, les gars qui disent non, je ne comprends pas cette histoire. Tu ne peux pas dire quelque chose, tu caches ça, que tu apprécies, tu vas dire ça. Non, il y a des soundtracks que là, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça là où ils ont mis. Donc, là où la femme, par exemple, il y a un épisode que j'ai vu, la femme rentrer dans la maison pour dire au mari que, mais j'ai appris d'ailleurs, il y a un soundtrack là-bas, j'ai appris d'ailleurs que tu n'as plus d'argent. Il prend les soundtracks de la sorcellerie, ce soundtrack qu'on utilise souvent dans les séries nigériennes là, qu'on dit que le sorcier en train d'entrer, le sorcier en train d'arriver, il vient mettre que c'est ça. Où est le rapport? Il y a encore ce problème d'association que vous avez, association du bon soundtrack sur la bonne scène. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi vous me faites toujours ça. Quand j'ai déjà c'est ça qui me décourage même de faire les résistances. Tu as déjà le goût de regarder, c'est il y a quelque chose. Et moi, je me décourage très vite. Quand ça ne me fait quand il y a quelque chose qui dérange un peu, oh, je quitte ça. Puis tu fais, et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. Là, je veux comprendre. Hein? Donc, bref, c'est un peu ça. Donc, si soundtrack là, c'est pas possible. Il faut comprendre pourquoi vous mettez le soundtrack. Comprendre quel est le soundtrack qui fonctionne avec quelle scène. Et on n'est pas obligé de mettre les soundtracks tout le temps. Et vous devez faire attention à la tonalité et là, la hauteur du son. Parce qu'il ne faut pas que le soundtrack mange la voix, mange le speech, le dialogue ou le speech, le monologue des acteurs. En parlant de dialogue, de monologue et de son et de voix. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou c'est ma machine qui a un problème. Mais il y a un problème de son. C'est-à-dire, ça ne s'accorde pas. On a l'impression que le son a été capturé à part et que l'image a été capturée à part et puis maintenant ils ont voulu associer. Ça se fait. C'est normal dans le cinéma. C'est même un développement, c'est même une technique assez constante. Le problème qui se pose lorsqu'on a l'impression que déjà le son, il y a dissociation entre le son qui est associé, le son capturé et les mouvements des lèvres. Vous voyez un peu. Il y a un problème en fait. Ça ne s'accorde pas. Ça ne s'accorde pas. Donc, on a l'impression qu'il y a un léger décalage de quelques centimètres, de quelques millisecondes qui existe, qui a été fait. Donc, ça crée un décalage, en fait, psychologiquement. Dans la tête, on a l'impression que ces deux personnes, ils sont en train de retraduire, c'est-à-dire retraduisent, en fait, qu'il y a une tradition qui a été faite. Ce sont des erreurs comme ça qui permettent de savoir qu'il y a une tradition qui a été faite, qu'il y a eu un recalibrage, une retradition qui a été faite, peut-être parce qu'on estime que les acteurs n'ont pas une belle voix, les acteurs n'ont pas bien récité. Mais dans ce cas de figure, je pense que c'est simplement une erreur, en fait, d'accordage, en fait, entre le son et le mouvement des lèvres. C'est ça la difficulté lorsqu'on pêche le son à part, lorsqu'on pêche le son d'un côté à part et que l'on fasse la caméra de l'autre côté. Mais bon, il faut être vraiment professionnel pour comprendre en fait qu'il y a ce décalage qui a été fait, qu'il y a ce problème. Le son vient quelques millimètres, quelques millisecondes en fait, avant la voix, avant le mouvement de la bouche, le mouvement de la bras en fait. On dit la bras, c'est en quelle langue que j'ai dit? La bras c'est en italien, je ne sais pas si c'est en français. Des lèvres en fait. C'est là où vous voyez qu'il y a une erreur. Et puis par la suite aussi, tellement on a l'impression que ce collage n'est pas réussi, il y a cette déconnexion là. Et qu'est-ce qui se passe? Le son aussi, la taille, la hauteur du son, le volume de son n'est pas adapté. Donc ça fait vraiment un décalage comme ça. C'est un gros décalage. Je ne vais pas dire que c'est mon appareil qui fait, non, c'est pas possible en fait. Parce que pour moi, ça donne bien. Ça donne plutôt bien. C'est plutôt... ouais, ça donne plutôt bien. Là, je suis à 22 minutes. Je pense que du point de vue technique aussi. Du point de vue de color grading, j'ai des difficultés à faire une critique constructive sur ce color grading. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ce sont... Parce que moi, j'ai des problèmes de vue. Voilà, j'ai des problèmes de vue et tendanciellement, j'ai des problèmes avec les palettes chromatiques, en fait.
Donc, parfois, ce que vous allez estimer être des CMJ, si le CMJ, c'est vrai que RGB, c'est pour les caméras, c'est pour les visuels, les couleurs code RGB, couleur code seul. RGB, c'est général pour les écrans et consoles. CMJ, c'est pour les papiers, tout ce qui est imprimé. Mais moi, mes yeux, je ne peux pas m'accorder à 100% sur ce que je vois, sur la nature du color grading, la coloration de ce que je vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Vous devez comprendre, lorsque vous décidez même de sortir un contenu, vous devez décider de sortir un contenu. En post-production, la post-production doit comprendre qu'ils doivent déjà à la base avoir une essence, une couleur palette. Une palette de couleurs en fait. Qui va permettre, à la mutation, au changement de thème, au changement de style cinématographique, au changement du fil. Vous pourrez, au changement de l'histoire en fait, vous pourrez simplement ajuster cette couleur grading, ajouter, retirer, mais il doit avoir une couleur palette de base, en fait. Dans ce cas de figure, c'est pas vraiment le cas, je sais pas si c'est le cas, comme je vous ai dit, j'ai plus l'impression qu'on est beaucoup plus, les couleurs ne sont pas très bien choisies, voilà. Je vais dire les colorations, le color grading, l'ajustement des couleurs n'est pas très bien fait. Il y a un problème au niveau de la gestion des contrastes, il y a un problème au niveau de la gestion la gestion des textures. Il y a un problème aussi au niveau de l'adaptation et du contrôle des contrastes qui sont utilisés. Et donc, je suis un peu mitigée. Moi, de but en blanc, je dirais qu'un travail doit être fait sur cette partie-là de la série. Parce que ça ne met pas en avant, ça ne met pas vraiment en avant le set, ça ne met pas en avant les acteurs, la beauté des acteurs, je dirais, ça ne met pas en avant l'histoire. Ça assombrit l'histoire, Je vous ai dit que même la couleur, même la luminosité, même la lumière, même les textures, tous ces éléments-là œuvrent dans la création des émotions. Une série ou un visuel est créé pour développer des émotions. Si vous faites une série télévisée, si vous faites un contenu cinématographique, c'est pour partager un moment, c'est pour partager une histoire, mais aussi pour générer des émotions. Le fait que vous utilisez un color grading qui n'est pas adapté à l'histoire, qui est sombre ou qui est clair ou qui est un color grading de film parfois, que vous utilisez pour des séries télévisées, c'est différent. C'est différent, ça ne peut pas être utilisé. Vous devez faire attention. Vous ne pouvez pas prendre une plaque, une palette de couleurs, un color grade, peut-être déjà intégré dans votre, déjà existant. Et vous partez l'adapter à une série télévisée. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, j'ai déjà fait cet exemple des centaines de fois. Vous ne pouvez pas prendre le color grading qui a été utilisé, la palette de couleurs, le color grading. C'est ce qui a été, les codes de couleurs qui ont été utilisés, le code couleur, le code lumière, le système chromatique qui a été utilisé sur une série comme Dinga, vous partez mettre ça sur une série sur 12 cas. Ça ne fonctionne pas. Ce sont des séries. C'est vrai que la ligne est différente, mais le contexte, l'émotion que vous créez dans ces 12 cas, il y a des 12 cas différents. Vous ne pouvez pas associer ça comme ça. Vous ne pouvez pas créer ça comme ça. Vous pouvez avoir un color correction, un système de couleurs spécifique pour la maison Orimo, maintenant pour les contenus Orimo, et que vous enrichissez sur la base de contenu ou la base de l'histoire de storyline qui va être créée. Voilà comment ça fonctionne. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en train d'arriver à 26 minutes et je suis en train d'arriver à 30 minutes, je voudrais éviter. On se retrouve la prochaine fois pour la recension des acteurs, mais je pense que j'aurais peu à dire parce que je n'ai qu'un acteur dont j'aimerais parler. Voilà, à très bientôt.